J'entame donc un autre chapitre concernant les acides nucléiques. Alors, les acides nucléiques sont des constituants également de la cellule et avec les lipides, les glucides et les protéines, ils sont importants. Ce sont des composés organiques nécessaires et importants pour le fonctionnement de la cellule. Alors, de quoi sont composés ces acides nucléiques? Ils sont composés d'un assemblage, donc plusieurs molécules de nucléotides. Qu'est-ce qu'un nucléotide? Un nucléotide est composé, voilà un nucléotide ici, d'un groupement en blanc qui correspond au phosphate ou acide phosphorique, d'un groupement sucre, ici c'est du pentose, et en vert c'est une base azotée. L'assemblage du sucre, du phosphate et de la base azotée constitue l'unité de base des acides nucléiques, en conséquence un nucléotide. Alors, les acides nucléiques sont des composés qui sont constitués de polymères, voilà, plusieurs polymères, ça veut dire plusieurs assemblages de nucléotides. Alors, deux types d'acides nucléiques sont connus, l'ADN et l'ARN. L'acide désoxyribonucléique, comme son nom l'indique, c'est un désoxyribose qui se trouve être le sucre de l'ADN. L'acide ribonucléique, c'est de l'ARN et son sucre est du ribose. Le nucléotide, encore une fois, voilà cette molécule de base. Donc le nucléotide est l'élément de base de l'acide nucléique. C'est un monomère, donc puisque l'on a plusieurs assemblages s'appellent polymères. Une seule molécule constituée de 3 groupements est un monomère, c'est le nucléotide qui va constituer l'assemblage des acides nucléiques. Donc, il est constitué, ce nucléotide, d'un phosphate, d'un pentose et d'une base azotée. Quels sont les acides, les bases puriques, et en fait les bases azotées qui se trouvent au niveau de l'ARN et de l'ADN? Vous avez le noyau pyrimidinque pour les bases pyrimidiques, le noyau purine pour les bases puriques. Ce noyau pyrimidinque est caractérisé par un cycle à 6 sommets avec 2 azotes. On dit que c'est un hétérocycle, d'accord, parce qu'il n'y a pas que du carbone avec des liaisons pi, et donc vous avez 2 azotes, d'où base azotée, et c'est l'élément de base, ce noyau pyrimidique. Alors, les bases pyrimidiques sont la cytosine, l'uracile et la thymine. Alors, la cytosine possède ce noyau, et avec un NH2 et un oxygène, donc une fonction amine, une fonction cétone. Vous remarquerez que la numérotation commence par l'azote, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la numérotation commence par l'azote. Donc, pour l'uracile, vous avez 2 fonctions cétone, et pour la thymine, c'est de l'uracile méthylé en 5. Donc, c'est la même molécule que l'uracile, sauf qu'il y a un groupement CH3 qui se trouve en position 5. Ça, ce sont les bases pyrimidiques. Les bases puriques, maintenant. Alors, le noyau de base, c'est le noyau purique, constitué toujours de cet assemblage à 6 sommets, qui est le noyau pyrimidine. Avec le noyau pyrimidine, va se coller un autre noyau appelé imidazole. L'imidazole est un hétérocycle également avec 2 azotes, mais il est utile, on va le retrouver au niveau d'une molécule qui est très importante, un acide aminé, qui est l'histidine. Donc ici, l'imidazole et la pyrimidine constituent le noyau purique.
Donc, deux bases, l'adénine et la guanine, donc comprennent ce noyau périmédique avec le NH2 pour l'adénine et pour la guanine, le NH2 ici, il est en position 6, alors qu'ici, pour la guanine, c'est une fonction cétone, et en position 2, il y a une fonction amine. Alors, le sucre, pour l'ADN, c'est du désoxyribose, pour l'ARN, c'est du ribose. En fait, on dit bêta-déribose, bêta le OH, ici, le premier carbone et le OH anumérique est en haut, donc c'est le bêta, d'accord, bêta, D, le CH2OH est en haut, bêta-déribose, ici il est en position 2, c'est un H au lieu de OH, donc il y a un désoxyribose, mais de la même manière, vous avez un bêta-D, toujours anomère bêta-D, désoxyribose. Alors, vous avez 2' et 2'. Pourquoi 2'? Tout simplement parce que quand on colle les acides, le nucléotide, vous avez la base azotée qui est donc numérotée ici, et après on ne va pas remettre 1, 2, donc on met 1', 2', 3', 4' et 5'. D'accord? Donc, c'est juste une question de numérotation. Alors maintenant, les nucléosides, il n'y a plus d'acide phosphorique, il y a juste la base azotée avec le sucre, avec le pentose. Donc vous remarquez qu'ici, il s'agit uniquement du ribose, alors que ici, c'est du désoxyribose. Alors, une différence, il y a de l'uracile ici et de la thymine ici. C'est l'ADN. L'ADN ne contient pas d'uracile. Elle est remplacée au niveau de l'ARN par l'uracile. Donc, on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, ici, regardez la différence entre la thymine et l'uracile. La thymine, c'est de l'uracile qui est méthylé en plus. Donc, l'assemblage de l'adénine avec le ribose donne l'adénosine. La guanine, c'est la guanosine. L'uracile, c'est l'uridine. Et la cytosine, la cytidine. Donc, vous voyez, le nucléoside, ce n'est pas le nucléotide. Il manque le phosphate. Le nucléoside, c'est juste le sucre et la base. Quand la base est de l'adénine, c'est de l'adénosine. D'accord? Ici, guanosine, ici, uridine, et ici, cytidine. Maintenant, quand c'est le sucre désoxyribose, on rajoute le préfixe désoxyadénosine, désoxyguanosine, désoxythymidine. Ici, c'est de l'uridine, mais ici, c'est désoxythymidine, thymidine, et cytosine, comme ici, cytidine, désoxycytidine. Donc, ça, c'est pour l'ARN, ça, c'est pour l'ADN. Ce sont les nucléosides. Donc, il manque, pour qu'on puisse former le nucléotide, il faut rajouter un acide phosphorique. Voilà, le nucléoside ici, plus l'acide phosphorique, vont constituer le nucléotide. Nucléoside plus phosphate donne nucléotide. Alors, bien sûr, on peut avoir un acide phosphorique, un phosphate ou 3 phosphates. Donc, nucléoside monophosphate, nucléoside diphosphate, nucléoside triphosphate. Ici, on n'a pas précisé la nature, quelle est la base en question d'une manière générale. C'est un nucléoside qui peut être monophosphate, diphosphate ou triphosphate. Un exemple, si on met une base adénine, nous aurons adénosine. Donc, l'adénosine, c'est la base avec le sucre, monophosphate, donc une fois phosphaté. Alors, la structure primaire de l'ADN. L'ADN, donc on va avoir du désoxyribose, si c'est de l'ADN, ici, il y aura un H et non plus un OH. Et que remarque-t-on?
qu'on a un acide phosphorique qui est en position 5', qui va se lier donc à ce ribose, et le ribose, donc en position 5' du ribose, vous avez du désoxyribose puisqu'il s'agit d'ADN. En position 5', vous avez l'acide phosphorique. En position 3' du sucre, vous avez un acide phosphorique également. Donc, un acide phosphorique. Et vous avez ici, en position 5', un acide phosphorique. Si bien que le sucre, ce ribose, ce désoxyribose, il est relié à l'acide phosphorique en position 3' et en position 5' à l'acide phosphorique. En position 3', en position 5' à l'acide phosphorique. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la liaison phosphodiester. Il y a deux esters qui se forment, acide phosphorique alcool, acide phosphorique alcool, acide phosphorique alcool. Donc le OH des alcools se lie à l'acide, la molécule est chargée négativement. Après, à la fin, donc vous avez l'extrémité 5' en haut du ribose reliée à l'acide phosphorique ou au phosphate, et l'extrémité 3' est en bas et c'est un groupement OH. Ça, c'est la structure primaire, c'est la même chose. Donc ici, vous avez toujours une extrémité 3', une extrémité 5'. En face d'elle, c'est l'inverse, c'est 3', 5'. Donc ici, l'acide phosphorique, ici, c'est le sucre, voilà, le OH du sucre qui est en terminaison finale. Donc, ça, c'est la structure primaire. Toujours structure primaire, voilà comment elle est schématiquement représentée, et on montre un simple brin en 5' en extension, donc il est en train de se former, 5', 3', voilà, extrémité 3'. Alors, l'AMPC, c'est de l'adénosine monophosphate, donc adénine plus le sucre forme l'adénosine monophosphate, il n'y a pas de souci. Mais on rajoute le C pour dire que c'est cyclique. Cet acide phosphorique va se lier en 5' et en 3' au même sucre, donc au même ribose. Donc vous aurez l'AMP cyclique, ça s'appelle adénosine monophosphate. Alors, la structure secondaire maintenant, on remarque qu'il y a un assemblage entre la thymine, l'adénine, et d'un autre côté, la cytosine et la guanine. Donc, vous avez des liaisons hydrogènes qui s'établissent entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc le doublet électronique ici se lie à l'hydrogène, celui de l'oxygène, celui de l'azote se lie également ici. Vous avez des liaisons hydrogènes. Des liaisons hydrogènes, c'est la structure secondaire de l'ADN. Il y a un appariement des bases et des liaisons hydrogènes qui s'établissent. Deux choses, appariement, donc paire de bases, ici une paire, deux, ça veut dire une paire et une paire, cytosine, guanine, thymine, adénine. Après, voilà schématiquement ce que ça donne. La thymine, adénine, cytosine, guanine, là c'est les sucres, là c'est l'extrémité 5' et l'extrémée 3'. Dans le sens inverse, ce qu'on appelle le brin antiparallèle, c'est 5', l'inverse 5', 3'. Voilà, c'est schématisé, ça ce sont les liaisons hydrogènes. Il faut savoir qu'il y a aussi des liaisons hydrophobes, parce que vous avez des bases qui sont méthylées, donc il y a des liaisons hydrophobes qui vont se créer d'une manière générale. Alors, il y a deux brins antiparallèles, voilà, ce brin et ce brin sont dits antiparallèles. Les bases sont complémentaires, donc adénine avec thymine, cytosine avec guanine et inversement. Les bases sont associées par des liaisons hydrogènes, donc c'est ce qui est établi entre les différentes bases. Et puis il y a des liaisons, d'autres liaisons
hydrophobes qui vont être présentes. Alors, il y a toujours une constante d'espèces, adénine plus thymine, cytosine plus guanine. Alors, comment est schématisée? En fait, c'est pas une schématisation, elle existe réellement de cette manière. En microscopie électronique, la molécule d'ADN est formée d'une double hélice. Donc là, ce sont les liaisons hydrogènes qui sont donc des liaisons faibles. Et puis, sachez que les liaisons les plus fortes sont les liaisons covalentes. Là, les liaisons hydrogènes sont faibles. Alors, comme les liaisons ioniques, vous les verrez après. Donc ici, vous avez une double hélice. Et dans la double hélice, on constate qu'il y a un petit sillon et un grand sillon. Alors, 11,7 angstrom, 5,7 angstrom. Donc, voilà. Ici, encore mieux, ce que l'on appelle le pas de l'hélice. Alors, ici, c'est 34 angstrom. Alors, vous avez ici 34 angstrom. Regardez l'hélice ici, jusqu'ici, on a fait un pas. Donc, c'est le pas de l'hélice. Il fait 34 angstrom. Alors, les sucres, évidemment, sont là. Les bases sont à l'intérieur. Regardez, elles sont à l'intérieur de l'hélice. Il y a un appariement, cytosine, guanine, thymine, adénine, et de ces liaisons hydrogènes qui sont en face les unes des autres. Alors, c'est 34 angstrom, 3,4 nanomètres. Donc, ici, c'est la même chose. Vous avez le grand sillon et le petit sillon. Alors, le pas de l'hélice, c'est d'ici, alors regardez, jusqu'ici. C'est ça un pas. Ou d'ici, jusqu'ici. Les pas, ce n'est pas les sillons. Ce ne sont pas les sillons. Donc, voilà, 34 angstrom, le pas. Alors, regardez, la double hélice, c'est la structure en double hélice qui a été proposée par Watson et Crick. Elle est faite, cette double hélice, elle est faite de deux brins, d'accord? L'ADN en sens opposé, enroulé l'un sur l'autre, les bases étant à l'intérieur, les phosphates et les sucres à l'extérieur. Un tour d'hélice, c'est 34 angstrom et un tour contient 10 bases. Le diamètre de l'hélice est de 20 angstrom. Alors, 1 nanomètre est égal à 10 angstrom et 1 nanomètre égale 10 puissance moins 9 mètres. Ici, je vous montre la dissociation et la dénaturation de l'ADN. Alors, vous avez à une certaine longueur d'onde, en fait c'est 260 nanomètres, on constate que les brins d'ADN peuvent être dissociés quand la température est très élevée ou quand il y a un pH extrême. Alors, on appelle Tm la température de fusion de l'ADN où 50% de cet ADN est dénaturé. 50% dénaturé, c'est la Tm. Alors, cette température de fusion va changer selon la teneur en base cytosine guanine. Plus l'ADN va contenir des bases cytosine guanine, beaucoup de cytosine guanine, plus la température va augmenter, la Tm, la température de fusion va augmenter. Je vous donne l'exemple avec une bactérie qui se trouve au niveau de l'intestin de l'homme, Escherichia coli. C'est une bactérie qui sera classée bacille gram négatif. Vous le verrez par la suite, au fur et à mesure des années. Cette Escherichia coli, donc, contient 50% de base Cg. La température de fusion est de 72 degrés. Alors qu'une autre bactérie qui s'appelle Pseudomonas aeruginosa, qui est aussi une bactérie gram négative qui est un peu différente de Escherichia coli par des caractères biochimiques, vous avez ici 66% et la température va augmenter. Donc plus la teneur en GC augmente, plus la température de fusion augmentera. Donc, voilà.
il faut savoir que certaines substances, le cisplatine est une molécule utilisée pour le traitement de certaines tumeurs, de certains cancers. Et comment agit ce cisplatine? Regardez, il va modifier la double hélice, il va complètement la transformer, il va empêcher de cette manière la réplication de l'ADN. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les antimitotiques, parce qu'on ne fait plus de mitose de l'ADN. Alors, la réplication de l'ADN peut se répliquer grâce à une enzyme qui est l'ADN polymérase. C'est l'ouverture du double brin d'ADN qui va être à l'origine de la duplication au cours de la division cellulaire. Chaque brin de molécule mère va servir de matrice pour la synthèse d'un nouveau brin. La synthèse va se faire dans le sens 5', 3', et face à chaque nucléotide, la polymérase accroche au brin en cours de synthèse le nucléotide complémentaire. Alors, cet accrochage suit toujours la règle A s'associe à T, T s'associe à A, et inversement, donc, et G s'associe à C, et C s'associe à G. Donc, regardez, chacune des deux nouvelles molécules obtenues sera formée d'un brin qui est la molécule d'origine et d'un nouveau brin qui a été synthétisé. On dit que la réplication de l'ADN est semi-conservative. Au niveau cellulaire, ce phénomène de réplication, il est toujours couplé à la division cellulaire à l'issue de laquelle nous obtenons deux cellules filles qui auront le même patrimoine génétique que celui de la cellule mère dont elles sont issues. Regardez l'ouverture du brin et après, donc, cette matrice, il va y avoir une duplication, donc ici, de cet ADN. On forme un nouvel ADN et vous voyez, et celui-là va servir de matrice et un nouveau brin qui se forme. Donc finalement, on va retrouver, et ça, après, on va refaire la même chose, il va s'ouvrir, etc., etc. Ça ne s'arrête pas. Donc ici, vous voyez l'ouverture, l'ADN polymérase. Ici, ça, les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun spécifie un nouveau brin en suivant la règle de complémentarité. Donc voilà, l'ADN polymérase, le nouveau brin qui s'est formé, ici 5', 3', ici 5', 3'. D'accord? Donc 3', 5', 3', 5' ici, 3' ici, donc forcément 5', 3', et ici 5', 3'. Alors, comment se fait la réplication? On doit avoir forcément la matrice et on a besoin d'une amorce avec un groupement 3' OH libre, c'est-à-dire le groupement du sucre en position 3 doit être libre. L'ADN polymérase va catalyser la formation de la liaison phosphodiester si les bases sont complémentaires. Il y a l'élongation qui se fait toujours dans le sens 5', 3', et l'enzyme fait peu d'erreurs. Voilà comment se fait la réplication. Donc, vous voyez la matrice, le brin matrice, et à partir du brin matrice, on a l'enzyme, c'est celle-là, l'ADN polymérase. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, vous voyez l'extrémité 3' qui est libre, 3' OH. Donc, ici, c'est le sucre lié libre, et on va ramener un nucléoside triphosphate. Donc, ici, c'est de la thymine, c'est de la thymidine triphosphatée, c'est un nucléoside triphosphate. Thymidine triphosphate ici, donc cette thymine, est-ce qu'elle est complémentaire à l'adénine? Oui, donc elle va venir, elle va se coller, donc il y a une extension qui va se faire, c'est la réplication, ici c'est l'amorce. Voilà, l'amorce elle est là avec son 3' libre et vous avez libération. Quand on colle la thymine, on accroche un seul phosphate et les deux
phosphates sont libérés, on les appelle les pyrophosphates, et on a rallongé la molécule d'ADN. On va continuer comme ça tout le temps, mais regardez ici, l'enzyme, quand elle fait une erreur, alors l'adénine ne peut pas se coller à la cytosine, elle ne peut pas être en face, c'est une erreur, elle va être rejetée, on va relire, il va y avoir une relecture, et on va ramener la guanine qui se met en face de la cytosine. Donc, à chaque fois que vous collez une base, il faut savoir que l'extrémité 3' doit être libre. Voilà. Et voilà, donc la cytosine et la guanine sont en face. On libère encore deux phosphates ou 2 acides phosphoriques que l'on appelle pyrophosphates. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Alors maintenant, dans la vie, il faut toujours savoir que chez l'homme, c'est l'ADN qui porte l'information génétique. Il y a une transcription et ensuite une traduction qui va aboutir à la synthèse des protéines. Alors, avant d'y arriver, il faut qu'on passe par les acides ribonucléiques ou RNA. Alors, la structure primaire, c'est toujours des polymères linéaires de ribonucléotides, sauf qu'ici, nous n'avons plus de thymine, nous avons de l'uracile qui va remplacer donc la thymine, et vous avez le même agencement, base, sucre, acide phosphorique, liaison phosphodiester, toujours, base, sucre, acide phosphorique, base, sucre, acide phosphorique, d'accord. Donc la structure primaire, elle est identique à celle d'un brin d'ADN, et il existe plusieurs types d'ARN. J'insiste sur l'ARN messager, on en parle beaucoup en ce moment parce que le virus du Covid, le vaccin du Covid, il est synthétisé à partir d'un ARN messager. Il faut savoir que le virus, il est polaire, positivement polaire, ce qui veut dire qu'il peut être directement traduit par la cellule qu'il infecte. Ici, l'ARN messager, c'est le transfert d'informations de l'ADN. L'ARN ribosomique, ARNR, c'est les constituants du ribosome. Et l'ARN de transfert, il va fixer les acides aminés et les transporter sur le ribosome. Donc, et il y a les ARN interférents qui vont jouer un rôle de régulateur et qui vont influer sur la stabilité ou l'accessibilité de l'ARN messager. Alors, le ribose, évidemment, par rapport à l'ADN, il remplace le désoxyribose et l'uracile va remplacer la thymine. Donc, deux différences par rapport à l'ADN. Les bases ne sont pas les mêmes, il y a l'uracile qui remplace la thymine, et les sucres ne sont pas les mêmes également. Alors, acide ribonucléique, assemblage d'unités nucléotidiques, c'est la même chose. Alors, les bases, c'est A, C, G et U. Il y a un ribose, un groupement phosphate. Il faut savoir que l'ARN est un brin simple, il n'est pas doublé. Alors, il se peut qu'il forme une structure secondaire de la sorte. Pourquoi? Parce qu'il peut se mettre en boucle avec une tige. Mais c'est toujours un seul brin. Donc, il y a un seul brin. Vous voyez, l'extrémité 5' et l'extrémité 3'. Donc, c'est tout. Il se met en boucle et en tige. C'est une structure secondaire avec des liaisons hydrogène, forcément. Alors, la plupart des micro-organismes ont leur génome sous forme d'ADN. Il y a les adénovirus, par exemple, mais les bactéries, en général, sont avec de l'ADN. Alors, quand ils ont une activité ARN dépendante, ADN polymérase, que se passe-t-il si vous avez un ARN ou RNA viral? L'enzyme transcriptase inverse que peut posséder le virus, comme on les appelle les rétrovirus, il se forme un hybride DNA-RNA. Donc ce RNA se dédouble et l'enzyme va former le double brin, le brin
complémentaire de l'ARN viral et on forme ce que l'on appelle DNA-RNA. En fait, c'est un nouveau DNA, mais constitué d'un brin d'ARN et d'un brin d'ADN. La transcriptase inverse va ensuite séparer, il va y avoir séparation grâce à une activité ribonucléase. C'est une enzyme qui détruit l'ARN, et vous avez donc cet ADN qui est toujours là. Si on met l'activité ribonucléase, la ribonucléase détruit l'ARN, donc cet ARN de départ en rouge disparaît, et vous avez le brin d'ADN qui est là, et la transcriptase inverse va faire la même chose, et on aura un DNA viral qui sera en double hélice. On passe d'un RNA viral à un DNA viral grâce à l'ARN dépendante ADN polymérase avec une activité ARNase, donc c'est une ribonucléase qui va détruire l'ARN. Donc, la transcription, c'est la synthèse d'ARN à partir d'ADN. L'ARN est synthétisé par l'ARN polymérase. L'ARN, il est synthétisé par l'ARN polymérase. De quoi avons-nous besoin? Je le répète, quand on a fait la synthèse tout à l'heure d'un brin d'ADN, vous avez vu qu'on avait besoin d'une matrice d'ADN et nous avions besoin de l'adénosine triphosphate, guanosine triphosphate, uridine triphosphate, cytosine, triphosphate avec des ions manganèse et des ions magnésium. L'ARN polymérase, bien sûr, et on a une extension et toujours libération de ce pyrophosphate. On avait des extensions au fur et à mesure. Polarité 5', 3', toujours, c'est le même sens, et mécanisme d'élongation identique à celui que l'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc l'élongation, toujours 5' dans ce sens, un brin en formation, et vous avez cette amorce qui est venue avec son 3' ici libre, qui va reconnaître la base en face, et on va avoir regardez, en face de l'adénine se fixe l'uracile, donc on va former un ARN et non plus un ADN, c'est l'ARN messager qui se forme, et en face de la thymine, on va avoir de l'adénine. En face de la guanine, on va avoir de la cytosine. Donc, comme tout à l'heure, alors l'enzyme c'est l'ARN polymérase, regardez les bases qui se forment et qui se collent au fur et à mesure. Elles viennent sous forme triphosphatée, libération de deux acides phosphoriques et fixation du nucléotide ici en face. Alors, d'une manière générale, comment se fait la transcription? En fait, vous avez un promoteur et vous avez une séquence codante au niveau de l'ADN et après vous avez l'ARN messager. Donc vous avez le promoteur, c'est l'amorce. Après il y a un codon qui démarre start, la séquence codante qui va être sous forme d'ARNM et un codon stop. Après vous avez la protéine. Donc c'est ça, d'une manière grossière, le fonctionnement des ARN messagers. Alors le code génétique, c'est l'assemblage. Alors il y en a plusieurs, j'ai donné quelques-uns, mais quand vous avez l'assemblage de 3 bases, guanine, cytosine, thymine, ça correspond à l'alanine qui est un acide aminé. Quand vous avez C, T, c'est de la proline, T, c'est de la sérine, et vous avez pour la sérine plusieurs manières, plusieurs codes. C'est un standard génétique code, vous en avez plusieurs, il n'est pas complet ici. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Un ARNM, il va y avoir l'ARN de transfert et cet ARN ribosomal. Donc l'ARN de transfert, il y a un transfert, donc il y a un anticodon qui est là en face de UGC, donc c'était un ARN, en face de E c'est le A, en face de G c'est le C, et en face de C c'est le G. D'accord? Donc ça c'est l'anticodon de cet ARNM. UCG va correspondre à
une base qui va être traduite, la cystéine par exemple, et elle va se coller à cet ARN de transfert. Donc l'ARN de transfert, il a deux fonctions. La liaison à un acide aminé en position 3' de sa séquence et la reconnaissance spécifique de l'ARN messager. Donc il va reconnaître le code de l'ARN messager, donc, et il va le traduire en protéine. Il va lui donner la protéine correspondant à l'assemblage de 3 bases, de 3 nucléotides. Donc l'anticodon, c'est la séquence complémentaire de l'ARN messager. Après, il y a fixation de l'acide aminé, on l'a dit ici, acide aminé en position 3', et l'enzyme s'appelle aminoacyle tRNA synthétase. Par la suite, évidemment, vous avez un assemblage des acides aminés pour donner la protéine, c'est ce qui s'appelle la traduction. Alors, les ARN ribosomaux sont nombreux, il y en a chez les prokaryotes, il y en a chez les eucaryotes. Ils sont, comment dirais-je, classés en fonction d'une unité de sédimentation de Svedberg. Alors, chez l'être humain, 80 S divisé en deux sous-unités, 60 S et 40 S. Ici, vous avez 50 S, par exemple. Ici, c'est un ARN d'eucaryote. Vous avez 50 S. Vous avez 30 S, donc il possède 70 S. Les prokaryotes possèdent un ribosome de 70 S, composé de sous-unités 50 S et 30 S. 3 ARN ribosomiques sont impliqués dans sa structure, 23 S, 16 S et 5 S. Voilà la structure de l'ARN ribosomal. Alors voilà, une manière générale de résumer tout ça. Donc traduction de ce que ramène l'ARN messager, et on a l'aminoacyle avec l'ARN de transfert qui va aller au niveau du ribosome qui contient aussi de l'ARN, et on va traduire en forme d'acide aminé. Alors, les propriétés physico-chimiques des acides nucléiques, je n'insiste pas sur la taille. Vous voyez que les virus, les bactéries et l'homme, il y a une augmentation de la taille au fur et à mesure qu'on va chez l'homme. La masse, de la même manière. Alors, c'est quoi PB? C'est les paires de bases. D, c'est les Dalton, ce sont des unités de mesure. Donc, et la longueur, donc 2 mètres pour l'homme, les autres c'est beaucoup plus petit. La densité, elle va être fonction de la nature des nucléosides qui sont contenus à l'intérieur. Et la charge électrique, c'est négatif puisque vous avez des acides phosphoriques et qui vont être chargés négativement. Donc, quand on fait une électrophorèse des acides nucléiques, ces acides nucléiques vont migrer vers l'anode, c'est-à-dire le pôle positif, puisque eux, ces acides nucléiques, sont chargés négativement. La dénaturation, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand la température augmente, les pH augmentent, l'ADN ne reste pas double brin, il se coupe en simple brin, et vous avez à 260 nanomètres une coupure, une dénaturation de l'ADN qui était en double brin et qui se sépare, d'accord? Donc, elle est modulée par la taille du fragment, etc., pourcentage de guanine et cytosine. Alors, voilà, ADN 100% double brin, et vous avez la TM, ce dont je vous ai parlé, vous avez 50% de dénaturation ici, ça correspond à la température de fusion de votre ADN ici présent. Plus il contiendra de Cg, plus la température augmentera. D'accord. Donc, il faut savoir qu'il y a un réappariement spontané, c'est-à-dire il se recolle automatiquement. Les brins d'ADN, tout de suite, peuvent se recoller de manière spontanée, naturellement. Alors, la dégradation de l'ADN, on peut faire un clivage chimique, mais on peut faire un clivage enzymatique, ce qu'on appelle les nucléases. Les exonucléases, c'est à l'extérieur, exo, et endo à l'intérieur. Alors,
le conditionnement cellulaire des acides nucléiques, alors la molécule d'ADN ou d'ARN constituant le matériel génétique des virus peut être, alors pour les virus, ça peut être un simple brin, ça peut être un double brin, ça peut être des adénovirus quand il s'agit d'ADN ou d'autres brins qui sont avec de l'ARN. Donc ce matériel génétique très souvent est associé à des protéines qui forment une capside. Une capside, c'est le pourtour si vous voulez, c'est l'enveloppe, c'est des protéines qui sont à l'extérieur du matériel génétique, donc de l'acide nucléique. Pour les bactéries, le chromosome est formé par, vous allez voir que les acides nucléiques, ce sont en fait des chromosomes, molécules d'ADN double brin, généralement circulaire, formées en super hélice, donc c'est une hélice, mais avec des protéines pour former le nucléoïde. Éventuellement, présence additionnelle en plus des plasmides, c'est des ADN double brin circulaires de petite taille et qui sont présents en grand nombre au niveau de la bactérie, les plasmides. Alors, chez les eucaryotes, bien sûr, c'est des chromosomes. Un chromosome contient une molécule d'ADN double brin. On peut, alors en phase de division cellulaire, ça peut être de la chromatine, de la chromatide, ça vous l'avez vu en terminale, chromatide, chromatine, hétérochromatine, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'un allèle? Un allèle est une version variable d'un même gène. Le même gène, il peut avoir plusieurs versions. Une version d'un même gène, c'est-à-dire une forme variée qui peut être distinguée par des variations de sa séquence nucléotidique. Alors, un même gène, on peut avoir des séquences nucléotidiques différentes. Il existe généralement un allèle ou deux allèles pour chaque gène, mais certains gènes peuvent avoir plusieurs dizaines d'allèles, mais pour un individu, il faut qu'il y ait deux allèles. Alors, quand on a de chromosomes, l'être humain, il a 23 paires de chromosomes. Ici, c'est le centromère. Et vous avez ces séquences de nucléotides qui représentent donc des acides nucléiques au niveau du chromosome. Ces séquences d'acides nucléiques sont là. Et ici, vous avez un allèle qui peut représenter, par exemple, la taille de la personne, ou la couleur des yeux, ou le groupage sanguin. On peut avoir plusieurs caractères. Alors ce caractère, c'est un caractère allélique. Vous voyez que nous l'avons de par le père et de par la mère. Est-ce que c'est les mêmes paires de base? Il y a une différence ici. Donc c'est un petit peu la même chose. Mais ici, pour le chromosome à gauche, vous avez GC et ici T1. Donc, présence possible de deux allèles dans la population, c'est des variations bi-2 alléliques. Ici, pour un même gène, ici, un gène qui se situe plus bas, vous avez plusieurs types d'allèles qui peuvent représenter cet allèle, plusieurs types d'assemblage de nucléotides. Donc, présence possible de N allèles dans une population, mais seulement deux allèles au plus par individu, parce que nous avons celui du père et celui de la mère. Alors, qu'est-ce qu'un gène? Vous voyez, le gène est une unité d'information génétique transmise par un individu à sa descendance correspondant à une séquence d'acides nucléiques. Voilà. En fait, c'est ça. Après, il va y avoir une traduction par un ARNM. Donc ici, nous avons un gène A et un gène B. Donc, unité, c'est une unité. Alors, la densité est variable. Donc, au sein d'un chromosome, voilà, un chromosome, regardez les différents gènes. En fait, les gènes, ils sont très peu présents du côté du centromère. Au sein d'un chromosome, il y a peu de gènes vers les centromères. Ils sont plus par là. Alors, comment ils sont représentés? En mosaïque. Vous avez pour les gènes ce que l'on appelle des exons et des introns.
Les exons, ce sont les séquences qui sont traduites, exprimées, et les introns, ce sont des séquences non exprimées. Ce qui est en noir n'est pas exprimé. Donc vous voyez, quand les bornes introniques, c'est les introns, il n'y a pas de traduction, il n'y a rien du tout, mais l'exon, c'est ce qui est traduit et c'est ce qui nous donne le résultat de du gène. Le gène, il va coder pour beaucoup de choses. Je vous remercie.